Bonjour à tous, nous sommes à l'heure actuelle dans la salle Gabriel Marty, qui est la salle du conseil de l'université, et nous allons, avec Maître Amizé, qui est mandataire judiciaire, échanger sur une action très connue des procédures collectives, l'action en extension de la procédure à d'autres personnes qui ont confondu leur patrimoine avec celui du débiteur, ou dans l'hypothèse où il y aurait une fictivité d'une personne morale. C'est une action qui a été créée au XIXe siècle, qui maintenant est réglementée. Maître Béatrice Amizé, vous êtes mandataire judiciaire et en tant que telle, vous êtes conduite dans votre vie professionnelle à mettre en œuvre cette action en extension. Et je serais tentée de vous demander de prime abord si cette procédure d'extension ne perturbe pas les conditions habituelles d'ouverture de la procédure collective. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est une procédure qui perturbe les règles habituelles de la procédure collective telles qu'elles sont fixées, puisqu'on attrait des personnes qui habituellement n'en relèvent pas, ne serait-ce que parce qu'elles ne seraient pas commerçantes ou artisans, ou qu'elles ne seraient pas en cessation des paiements, et qu'elles peuvent se retrouver finalement in bonis et en procédure collective du fait de l'extension. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un fonctionnaire soit soumis à une procédure d'extension? On n'en a pas vu, non. Non. Mais théoriquement, ce serait possible. Ce serait possible. Alors plus sérieusement, est-ce que vous utilisez fréquemment cette procédure d'extension? Et si oui, dans quel but concret? Alors, on utilise assez régulièrement, oui, cette procédure. Pourquoi? Enfin, dans quel but concret? J'en citerai trois. Le premier, bon, les textes visent une sanction, c'est quand même la constatation d'un flux financier, d'une fictivité. Mais finalement, il faut raisonner dans l'intérêt des créanciers et du débiteur. Ça peut être pour la faisabilité d'un plan et parce que ce sera utile dans un groupe de sociétés d'avoir un patrimoine commun et de pouvoir gérer des trésoreries communs pour sortir le dossier via un plan. Ça pourra être notamment du fait de la compensation qu'il pourra y avoir entre créances et dettes réciproques et fusion du patrimoine. Ça pourra être dans l'intérêt d'un co-emprunteur ou d'une caution dans le cadre plus particulier d'une liquidation judiciaire et on attrait cette personne extérieure caution pour la protéger. Et le troisième cas, c'est quand on relève un comportement anormal d'un tiers réellement, c'est-à-dire par exemple un fournisseur avec une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, des flux financiers anormaux sur des périodes assez longues et des montants importants. Et ça peut être un moyen de sanctionner un comportement anormal et d'attraire peut-être ce fournisseur à la table des négociations et dans la procédure. Oui, il y a donc de multiples applications. Quand on lit un petit peu la jurisprudence, on constate que très souvent, c'est le montage société civile immobilière, société d'exploitation, qui donne lieu à cette procédure d'extension. Alors certes, la jurisprudence exige, enfin, ne se contente pas du fait qu'il y a les mêmes dirigeants, les mêmes associés, le même siège social, mais très souvent, elle relève des flux financiers anormaux entre ces sociétés et elle valide la procédure d'extension. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cela menace ce montage qui est pourtant recommandé par les praticiens pour des raisons fiscales surtout? Alors il y a deux choses. Effectivement, les professionnels que nous sommes avons eu souvent recours à la procédure d'extension dans ce cadre ces sociétés d'exploitation SCI. La jurisprudence a maintenant bien précisé le comment une telle action pouvait être mise en place et la limiter. Je ne suis pas réellement d'accord sur le fait que ça menace un tel montage puisque si une société d'exploitation prend des loyers disproportionnés, elle court un risque de redressement fiscal. Donc finalement, c'est bien que d'entrée de jeu, tout soit assez proportionné et pour éviter une action en extension ou un redressement fiscal. Oui, après tout, ils n'ont qu'à respecter la séparation des patrimoines et ils ne risqueront pas cette procédure d'extension. Alors, au regard de votre expérience de professionnel, pourriez-vous dire quels sont
les difficultés concrètes de mise en œuvre de cette procédure d'extension. Quel problème ça vous pose? Alors le premier, je vous le cite parce que c'est un exemple récent, c'est sur la temporalité. Quand mettre en œuvre cette action? Ça, c'est le cas où on a deux sociétés, enfin, le débiteur est en redressement en période d'observation et l'autre société est in bonis. Et dans ce cas particulier, elle devait répondre à un appel d'offres pour un marché public et elle ne pouvait pas être placée en procédure collective. Donc on savait qu'il y avait des flux financiers, c'était les mêmes dirigeants, il y avait vraiment une trésorerie commune et des flux absolument pas gérés de manière correcte. On a prévenu le dirigeant, mais pour autant, on ne pouvait pas mettre en œuvre l'action de suite sans menacer totalement l'issue de la procédure. Donc on a attendu la fin de la réponse aux appels d'offres pour garder une société saine avant de la traire à la procédure collective. Donc la temporalité. Ensuite, les difficultés, c'est deux sociétés distinctes, deux procédures distinctes, mais une même date de cessation des paiements. Pour autant, deux points de départ de déclaration de créances. Donc ça pose des problématiques pour la vérification des créances qui se font dans un temps donné et qui peuvent être arrivées au bout pour une procédure là où l'autre va être attrait à l'extension. Ça peut être une problématique dans le cadre du plan, puisque si une n'exécute pas le plan, l'autre reste solidaire de la première, donc il y a cette difficulté-là. Et ensuite, sur les répartitions en liquidation, ça peut être une problématique. On noie les privilèges généraux s'il y a trop de passifs du fait de l'extension et de la masse commune des deux sociétés. Donc il y a plusieurs difficultés pratiques que je pourrais nommer longtemps. Oui, dans le dernier cas que vous évoquez, vous dites ça noie les privilèges généraux. Oui. Vous pourriez expliquer un petit peu comment se fait cette noyade? Les privilèges spéciaux restent attachés à leurs biens garantis. Oui. Donc dans le cadre des répartitions, bénéficieront toujours de leurs privilèges. Mais si, du fait de l'extension, ma masse active n'est finalement pas très importante sur une entité, alors qu'elle l'était sur l'autre et que j'ai des privilèges de la sécurité sociale, admettons URSSAF des deux côtés, là où un aurait pu, si la procédure avait été unique, être désintéressé du fait de l'actif qu'il avait dans cette unique procédure, oui. Le fait d'augmenter avec du passif d'une deuxième procédure génère plus de passifs et déséquilibre la masse active-passive. Donc des créanciers qui auraient pu prétendre à des répartitions dans une du fait de l'extension et de l'augmentation du passif peuvent ne pas être désintéressés. Donc ça peut être... c'est pas problématique, c'est un constat. D'accord. Mais alors du coup, ça doit vous obliger en tant que mandataire judiciaire à prendre des précautions particulières quand vous déclenchez une procédure d'extension. Oui, comme toute chose dans notre matière. La première, c'est d'anticiper les conséquences de nos actes et donc de l'extension. La seconde, c'est bien entendu que ce soit transparent, donc de pouvoir en parler aux dirigeants, d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quels sont les axes de notre action. Et ensuite, il peut y avoir des sacrifices de créanciers malheureusement, mais c'est normalement dans un intérêt commun et global. D'accord. Alors dans l'avenir, on pourrait peut-être souhaiter que le système législatif soit amélioré. Est-ce qu'il n'y a pas des points sur lesquels vous pensez que l'on pourrait légiférer? Alors ce serait plutôt sur les effets de la procédure, puisqu'on a vu elle est quand même très encadrée sur les conditions d'ouverture de l'extension. Ce serait sur les conséquences une fois l'extension réalisée, oui. Oui. Par exemple, on pourrait réfléchir au point de savoir s'il est normal que les personnes morales demeurent alors que leur patrimoine est unique. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui peut heurter intellectuellement, de dire on a deux personnes morales distinctes, unies dans une procédure avec une confusion des masses actives et passives, qui, dans le cadre de l'exécution du plan, exécutent un plan unique, tout en restant des personnes morales distinctes. Oui, intellectuellement, même par rapport au droit des sociétés, ça mériterait qu'on explique ce raisonnement. Oui. Oui, le législateur s'est bien gardé de le faire, de même qu'il s'est bien gardé pour le moment d'indiquer le moment butoir oui. À partir duquel on ne peut plus exercer cette action. Enfin, pour conclure, que pensez-vous du fait que cette action puisse être exercée
par le débiteur lui-même? Alors ça va dans les axes que l'on rencontre avec les dernières réformes, c'est-à-dire le débiteur devient un acteur à part entière et dans la procédure. Alors ça peut être étonnant qu'un débiteur demande lui-même l'extension qui a une visée sanction. Et en même temps, dans un groupe de société, ça peut être assez rassurant de savoir qu'il y aura un traitement commun. Alors on ne l'a pas encore rencontré, enfin je ne l'ai pas encore rencontré en pratique. Parce que finalement, le débiteur peut se prévaloir de l'anormalité des relations, alors qu'il est à l'origine de ces relations anormales. Oui, c'est exact. Mais en même temps, faut avouer à demi pardonner. Donc, il n'y a pas d'application de la règle Nemo auditur. Pas dans ce cas d'espèce. Merci beaucoup. Merci à vous.